La clique dorée, partie 14, chapitre 27. Cependant, cette longue séance avait épuisé les forces de Daniel. Il gisait, haletant sur son lit. Le chirurgien-major et le magistrat se retirèrent, afin qu'il pût prendre un peu de repos. Certes, il en avait besoin, mais comment dormir avec l'épouvantable certitude que mademoiselle de la Ville-Audry, sa fiancée, celle qu'il aimait de toutes les forces de son âme, était aux mains de Justin Chevassa, le faussaire, le forçat libéré, le complice et l'ami de Crochard, dit Bagnolet. « Et c'est moi qui l'ai livré, se répétait-il pour la 1000e fois, moi, son unique ami. Et sa confiance en moi était si grande que si elle a eu des pressentiments, elle les a écartés pour m'obéir. » Daniel avait, il est vrai, la certitude à peu près absolue que Maxime de Brévand ne réussirait pas à se soustraire à l'action de la justice. Mais que lui importait d'être vengé, s'il devait l'être trop tard, et lorsque mademoiselle de la Ville-Audry en aurait été réduite à chercher dans la mort le seul refuge qui lui restât contre les abominables obsessions de monsieur de Brévand? Or, il lui semblait que le juge d'instruction se préoccupait infiniment plus du châtiment des coupables que du salut des victimes. Aveuglé par la passion à ce point d'exiger l'impossible, il eût voulu que ce magistrat, si habile à poursuivre le crime commis à Saïgon, trouvât quelque moyen de prévenir le crime bien autrement atroce qui, en ce moment même, se commettait en France. De son côté, il avait fait la seule chose qui fût en son pouvoir. À la première lueur de raison qui lui était revenue, après le coup terrible, il s'était empressé d'écrire à mademoiselle Henriette de prendre courage, que bientôt il serait près d'elle, et il avait joint à sa lettre une somme de 4000 francs. Cette lettre était partie, mais combien de temps serait-elle en route? 3 ou 4 mois, peut-être davantage. Arriverait-elle à temps? Ne serait-elle pas interceptée comme déjà tant d'autres l'avaient été? Toutes ces angoisses transformaient le lit du malheureux blessé en un brasier ardent où il se tordait de rage et où il lui semblait qu'il deviendrait fou. Et cependant, par un véritable prodige d'énergie et de volonté, lorsque tant de raisons devaient retarder son rétablissement, sa convalescence suivait son cours normal et régulier. 15 jours après les aveux de Crochard, Daniel se levait, passait les après-midi dans un fauteuil et déjà pouvait faire quelques pas dans sa chambre. La semaine d'ensuite, il descendait sans trop de peine jusqu'au jardin de l'hôpital et s'y promenait au bras de son fidèle Le Floch. Et, avec les forces et la santé, l'espoir lui revenait, au cœur d'une destinée plus clémente, quand 2 lettres de mademoiselle Henriette vinrent rallumer la fièvre de son impatience. Dans l'une, la pauvre jeune fille lui exposait qu'elle avait vécu jusqu'alors de la vente des quelques bijoux qu'elle avait emportés, mais qu'on l'exploitait indignement et que ses ressources s'épuisant, elle allait essayer de se procurer de l'ouvrage. « Je suis bien sûre, disait-elle avec une sorte de gaieté navrante, de gagner mes 40 sous par jour, et avec cela, mon amie, je serai heureuse comme une reine, et j'attendrai, sans manquer de rien, votre retour. » Elle écrivait dans l'autre. « Aucune de mes démarches pour trouver de l'ouvrage ne réussit. L'avenir s'assombrit de plus en plus. Bientôt le pain me manquera. Je lutterai jusqu'à la dernière extrémité, quand ce ne serait que pour ne pas donner à nos ennemis la joie de ma mort. Mais si vous voulez revoir votre Henriette, Daniel, revenez, revenez. » Moins horrible avait été la douleur de Daniel le jour où la balle d'un assassin déchirait sa poitrine. C'était là, évidemment, une de ces plaintes suprêmes qui précèdent l'agonie. Après ces 2 épouvantables lettres, il n'en avait plus qu'une à attendre de mademoiselle Henriette, celle où elle lui dirait « C'est fini, je meurs, adieu ». Il envoya chercher le chirurgien-major, et dès qu'il parut, « Il faut que je parte, docteur, dit-il. » Le digne homme fronça le sourcil.
et d'un ton brusque. « Devenez-vous fou, répondit-il. Oubliez-vous que vous ne sauriez demeurer un quart d'heure debout. Je resterai couché sur mon cadre. Ce serait un suicide. Ah, n'importe. Mieux vaut la mort que le supplice que j'endure. D'ailleurs, mon parti est pris, irrévocablement. Lisez ceci, et vous verrez que je n'en puis prendre d'autres. » Il ne fallut qu'un regard au chirurgien-major pour parcourir la dernière lettre de mademoiselle Henriette, et cependant, il la garda un bon moment, feignant de lire, en réalité réfléchissant. Évidemment, pensait-il, tout homme de cœur à la place de ce malheureux agirait comme lui. Reste à examiner si son imprudence servirait à quelque chose. Non, car il n'arriverait pas vivant à l'embouchure du Donau. Donc il est de mon devoir de le retenir ici, et ce n'est pas impossible, puisqu'il est encore incapable de sortir seul et que le floc m'obéira en tout quand je lui aurai dit qu'il y va de la vie de son lieutenant. Et, trop expérimenté pour heurter de front une résolution si fortement arrêtée, « Qu'il soit donc fait selon votre volonté, » prononça-t-il. Seulement, il revint le soir, et d'un air contrarié, « Partir est fort bien, » dit-il à Daniel. « Seulement, une difficulté se présente, à laquelle ni vous ni moi n'avons pensé. »« Laquelle ? » ?»« Il n'y a pas de navire en partance. »« Est-ce bien vrai, docteur ?»« Eh, mon ami, » répondit effrontément l'excellent homme, « me croyez-vous donc capable de vous tromper ?» Positivement, Daniel l'en croyait très capable, mais il se garda bien de rien laisser paraître de ses soupçons, se réservant de prendre des informations moins suspectes dès que l'occasion s'en présenterait. Elle se présenta le lendemain matin. 2 de ses amis étant venus le visiter, il trouva un prétexte pour éloigner le floc, et alors il les pria de courir jusqu'au port et de retenir un passage, non pour lui, mais pour son matelot que des affaires urgentes rappelaient en France. De l'air le plus empressé, ces messieurs s'éloignèrent. Ils restèrent bien 3 heures absents, et lorsqu'ils revinrent, leur réponse fut exactement celle du docteur. Il s'était enquis de tous côtés, déclarait-il, et avait acquis la certitude qu'il n'y avait, dans le port de Saïgon, aucun navire se préparant à mettre à la voile. 10 personnes que Daniel chargea d'une commission pareille lui rapportèrent la même chose. Et cependant, cette semaine-là même, 2 bâtiments appareillèrent, l'un pour Bordeaux, l'un pour Le Havre. Mais le floc et le concierge de l'hôpital, stylés par le chirurgien-major, faisaient si bonne garde que nul n'arrivait jusqu'au convalescent sans avoir sa leçon bien faite. Ainsi, on parvint à retenir Daniel 15 jours encore. Mais au bout de ce temps, il déclara que se sentant désormais tout à fait mieux, il allait se mettre en quête lui-même, disant qu'au pis-aller, il tâcherait de gagner Singapour où, du jour au lendemain, il trouverait un passage. Essayer d'abuser davantage un homme animé de telles dispositions eût été une véritable folie, et comme à sa première visite au port, il devait infailliblement découvrir la vérité, le vieux chirurgien préféra lui tout avouer. En apprenant qu'on lui avait fait manquer de départ, le premier mouvement de Daniel devait être, et fut, tout de colère. « C'est indigne, ce que vous avez fait là, docteur !» s'écria-t-il. « Oui, indigne, car vous savez quel devoir sacré me réclame en France. » Mais le chirurgien-major avait sa justification toute prête. « J'ai obéi à ma conscience, » prononça-t-il avec une certaine solennité fort rare chez lui. « Vous laisser vous embarquer, c'était vous envoyer à une mort certaine, c'est-à-dire enlever à votre fiancée, mademoiselle de la Villauderie, sa dernière, son unique chance de salut. » Tristement, Daniel hocha la tête. « Et si j'arrive trop tard, murmura-t-il, trop tard d'une semaine, d'un jour, croyez-vous donc, docteur, que je ne maudirai pas votre prudence? Et qui sait, maintenant, quand partira un navire? » « Quand ? Dimanche dans 5 jours, et ce navire est le Saint-Louis, un clipper d'une marche à ce point supérieure que certainement vous devancerez les 2 lourds 3-mâts partis avant vous. » En tendant la main à Daniel,
« Allons, mon cher Champsay, prononça-t-il, ne gardez pas rancune à un vieil ami qui a fait son devoir. » Daniel était trop péniblement affecté pour prêter grande attention aux objections si concluantes et si sensées du chirurgien-major. Il était incapable de rien discerner, sinon qu'on avait profité de son état pour le tromper. Cependant, il sentait aussi que conserver au fond du cœur l'ombre d'un ressentiment serait de sa part la plus noire et la plus stupide ingratitude. Il prit donc la main loyale qui lui était tendue et la serrant énergiquement. « Quoi que l'avenir me réserve, docteur, » prononça-t-il d'une voix altérée, « je ne saurais oublier que c'est à votre dévouement que je dois la vie. » Comme toujours, lorsqu'il se sentait gagné par l'émotion, ce qui était rare, il faut le dire, le vieux chirurgien était revenu à ses façons âpres et brusques. « Je vous ai soigné comme j'aurais soigné le premier venu, » prononça-t-il. « C'est mon métier, et je vous tiens quitte de toute reconnaissance. Si quelqu'un me doit un beau cierge, c'est mademoiselle de la Villauderie, et je vous prie de le lui rappeler quand elle sera votre femme. Sur quoi, sacrebleu, chassez-moi toutes ces idées noires, et songez que vous n'avez plus que 5 jours à trépigner d'impatience dans ce chien de pays. » Il en parlait bien à son aise. 5 jours, c'était l'éternité pour un homme dans la situation d'esprit de Daniel. En 3 heures, il eut achevé tous ses préparatifs de départ, réglé toutes ses affaires et obtenu un congé pour le floc qui devait l'accompagner. Si bien qu'à midi, il se demandait, non sans effroi, comment il allait employer son temps jusqu'à la nuit, quand on vint le prier, de la part du juge d'instruction, de vouloir bien passer au palais. Il s'y rendit sur-le-champ et trouva le magistrat si changé qu'à peine il le reconnut. C'est que le dernier courrier de France lui avait apporté sa nomination à un poste qui était l'objet de tous ses vœux, dans son pays, en Anjou. Il comptait profiter d'une frégate qui allait mettre à la voile à la fin du mois et qui avait été désignée pour transporter Crochard, dit Bagnolet. « De cette façon, disait-il, j'arriverai en même temps que le prévenu, bien peu après le dossier de l'affaire, expédié la semaine passée. Et ma foi, rien ne me prouve que je n'obtiendrai pas de terminer une instruction qui, jusqu'ici, va comme sur des roulettes. » C'en était fait de son impassibilité, de ce masque officiel qui, de même que la robe noire accrochée à un porte-manteau, pouvait être classé parmi les insignes de la profession. Il riait, il se frottait les mains et il poursuivait. « J'aurais du plaisir à le tenir dans mon cabinet, ce Justin Chevassa, autrement dit Maxime de Brévent. Ce doit être un habile scélérat, doublé de sang-froid et d'astuce, rompu aux manœuvres d'une défense criminelle, et dont on ne viendra pas aisément à bout. Établir qu'il est l'instigateur du crime de Crochard et prouver qu'il l'a payé de ses deniers ne sera pas un jeu d'enfant. Ah, on peut compter sur des débats émouvants et curieux. » Daniel écoutait, confondu. Et lui aussi, pensait-il. La passion professionnelle, la vocation l'emporte. Et le voici, s'inquiétant ni plus ni moins que Crochard, dit Bagnolet, du retentissement des débats. Il songe à l'honneur qui lui reviendra d'avoir livré au jury un si redoutable malfaiteur. Mais ce n'était pas pour lui confier ses desseins et ses espérances que le juge d'instruction avait mandé Daniel. Ayant appris de la bouche du chirurgien-major que le lieutenant Champsay était sur le point de s'embarquer, il voulait le prévenir qu'on lui remettrait un pli fort important qu'il aurait à porter au parquet aussitôt son arrivée à Paris. « C'est, vous m'entendez bien, concluait-il, une précaution ajoutée à toutes celles qui déjà ont été prises pour que Maxime de Brévent ne nous échappe pas. » 5 heures sonnaient lorsque Daniel sortit du palais, et devant, sur la petite place, il trouva le chirurgien-major qui l'emmena dîner et ensuite faire une partie de whist au cercle. De sorte que le soir, en se déshabillant, il se disait « Allons, la journée n'a pas été trop longue. » Mais le lendemain, mais le surlendemain, mais les jours suivants. Vainement, il s'agitait pour chasser l'idée fixe qui assiégeait son cerveau. Un instinct machinal, plus fort que la volonté, le ramenait sans cesse au quai où était amarré le Saint-Louis. Assis sur quelques sacs de riz,
Il passait de longues heures à suivre de l'œil les progrès du chargement. Jamais les Annamites et les Chinois, qui tiennent à Saïgon l'emploi de portefaix, ne lui avaient paru si mous, si indolents, si insupportables. Parfois, il lui semblait que, le voyant et devinant son impatience, il prenait à tâche de le narguer, tant il mettait de lenteur à remuer les balles et les tonneaux et à virer la manivelle de la grue. Puis, quand ce spectacle l'avait bien exaspéré, il se rendait au café de la Marine, qui était le quartier général du capitaine du Saint-Louis. « Vos gens n'en finissent pas, capitaine, disait-il. Jamais nous ne serons prêts dimanche. » À quoi le capitaine invariablement répondait, de son farouche accent marseillais. « N'ayez pas peur, mon lieutenant. Le Saint-Louis, voyez-vous, il rendrait des points à la Malle des Indes, pour l'exactitude. » Et en effet, le samedi, dès qu'il vit son passager entrer dans le café, le capitaine s'écria. « Eh bien, que vous avais-je dit ? Nous sommes parés. À 5 heures, je lève à la poste mon sac aux lettres, et demain matin, en route. Même, j'allais vous envoyer dire qu'il faut venir coucher à bord. » Ce soir-là, l'état-major de la Conquête offrit à Daniel un dîner d'adieu, et il était près de minuit quand, après avoir une dernière fois serré la main du vieux chirurgien, il prit possession de sa cabine, une cabine très vaste, relativement, où on avait établi 2 cadres pour que le floc, au besoin, fût mieux à portée de donner des soins à son lieutenant. Puis, enfin, vers les 4 heures du matin, Daniel fut éveillé par le grincement des chaînes, mêlé au chant des manœuvres. Il se hâta de monter sur le pont. On levait l'ancre, et 1 heure plus tard, le Saint-Louis descendait le Donau, emporté par un courant de foudre. « Et maintenant, dit Daniel à le floc, je verrai bien au temps si la fortune est pour moi. » Oui, la destinée, à la fin, se déclarait pour lui. Jamais vent plus exceptionnellement favorable n'abrégèrent cette immense traversée. Le Saint-Louis était un marcheur de premier ordre, et le capitaine, stimulé par la présence d'un lieutenant de vaisseau, ne cessa d'exiger de son bâtiment tout ce qu'il pouvait donner. Si bien que 70 jours après avoir quitté Saïgon, par une belle après-midi d'hiver, Daniel put voir à l'horizon surgir des vagues bleues de la Méditerranée, les collines qui dominent Marseille. Il touchait au terme de son voyage et de ses nouvelles angoisses. 2 jours encore, et il serait à Paris, et son sort serait irrévocablement fixé. Mais allait-il pouvoir descendre à terre le soir même ? Il frémissait en songeant aux formalités qui attendent un navire à son arrivée. La santé pouvait élever des difficultés et exiger une quarantaine. Debout, à côté du capitaine, il surveillait la mâture chargée d'autant de toiles qu'elle en pouvait porter, quand un cri de l'homme en vigie, dans les bars de Kakatoa, appela son attention. Cet homme signalait, à 2 ou 3 kilomètres sous le vent, une embarcation légère, comme celle des pilotes, d'où partaient des signaux de détresse désespérés. Le capitaine et Daniel échangèrent un regard désolé. Le moindre retard, dans la situation où ils se trouvaient, et à un moment où la nuit vient si vite, leur enlevait tout espoir de débarquer le soir même. Et qui pouvait dire ce qu'allait exiger de temps le sauvetage de cette embarcation ? « Ah, n'importe, dit Daniel, il n'y a pas à hésiter. »« Qu'ils aillent aux 500 diables !» jura le capitaine. Ce qui n'empêche qu'il commanda la manœuvre pour ralentir la vitesse du navire et courir ensuite une bordée qui devait le rapprocher du bateau en détresse. Ce fut assez difficile et long, mais enfin, au bout d'1 demi-heure, on put, du Saint-Louis, jeter une amarre au bateau. 2 hommes s'y trouvaient, qui se hâtèrent de monter sur le pont du Clipper. L'un était un matelot d'une 20aine d'années, l'autre, un bonhomme qui paraissait bien 50 ans, dont la mise était celle des messieurs de campagne, qui semblait assez mal à son aise et qui promenait de tous côtés, d'un air inquiet, ses petits yeux d'un jaune clair.
Mais pendant qu'ils se hissaient le long des tire-veilles, le capitaine du Saint-Louis avait eu le temps d'examiner leur embarcation et de constater que tout y était en ordre et que rien n'y manquait. Alors, cramoisi de colère, il saisit au collet le jeune matelot et le secouant à lui déboîter le cou. « Est-ce que tu te moques de moi ?» s'écria-t-il en jurant épouvantablement. « Qu'est-ce que cette mauvaise plaisanterie ?» Tout aussi bien que leur capitaine, les hommes du Saint-Louis avaient reconnu la parfaite inutilité des signaux de détresse qui les avaient émus, et leur irritation était grande de ce qu'ils prenaient pour une stupide mystification. C'est donc d'un air menaçant qu'ils entouraient le jeune matelot, qui se débattait comme un beau diable sous l'étreinte du capitaine, et criait en patois marseillais « Lâchez-moi, vous m'étranglez. Ce n'est pas moi qui suis fautif, c'est le bourgeois qui est là, et qui a loué mon bateau ce matin pour une promenade. Moi, je ne voulais pas faire les signaux. » Ce qui n'empêche que, très probablement, il n'en eût pas été quitte pour les quelques horions qu'il avait déjà reçus, si le bonhomme ne s'était lancé à son secours, le couvrant de son corps et criant « Laissez ce pauvre garçon, c'est à moi seul qu'il faut s'en prendre. » Furieux, le capitaine le repoussa violemment, et le toisant « Comme cela, c'est vous qui vous êtes permis ?»« Oui, c'est moi. Mais j'avais mes raisons. Le bâtiment est bien le Saint-Louis, n'est-ce pas? Venant de Saïgon. Oui. Après, vous devez avoir à bord le lieutenant de vaisseau Champsay. » Témoin muet jusqu'alors de cette scène, Daniel s'avança, singulièrement intrigué. « Me voici, monsieur, fit-il. Que voulez-vous de moi ?» Mais au lieu de répondre, le bonhomme, dans un élan de joie, leva les bras au ciel, en murmurant « Nous l'emportons! Enfin !» Puis, s'adressant à Daniel et au capitaine, « Mais venez, messieurs, venez, j'ai à vous expliquer ma conduite et à vous parler sans témoin. » Blême, et l'œil troublé par le mal de mer, lorsqu'il s'était hissé sur le pont du Clipper, le bonhomme paraissait remis, et c'est d'un pas assez ferme, malgré le roulis, qu'il suivit le capitaine et Daniel sur la dunette. Une fois là, « Serais-je ici, commença-t-il, sans le stratagème que j'ai employé ? Évidemment, non. Et cependant, j'avais le plus puissant intérêt à accoster le Saint-Louis avant son entrée dans le port. Je n'ai donc pas hésité. » Il tira de sa poche une feuille de papier simplement pliée en 4 et dit « Voici mon excuse, lieutenant Champsay. Voyez si vous la trouvez suffisante. » Profondément surpris, le jeune officier lut « Je suis sauvé, Daniel, et c'est à l'homme qui vous remettra ce billet que je dois la vie, et que je devrais le bonheur de vous revoir. Ayez en lui la confiance qu'on accorde à l'ami le plus sûr et le plus dévoué, et je vous en conjure, n'hésitez pas à suivre à la lettre ses instructions. Henriette. » Devenu plus blanc que sa chemise, Daniel chancela. Le bonheur immense et soudain le trouvait sans force. « Ainsi, c'est bien vrai, balbutia-t-il. Elle vit. Elle est près de ma sœur, à l'abri de tout danger. Et c'est vous, monsieur, qui l'avez sauvée? C'est moi. » D'un mouvement prompt comme la pensée, Daniel saisit les mains du bonhomme et les étreignant à les briser. « Jamais, monsieur, s'écria-t-il d'une voix vibrante, jamais, quoi qu'il arrive, je ne pourrai m'acquitter envers vous. Mais retenez bien ceci. En toutes circonstances et toujours, vous pouvez compter sur le lieutenant Champsay. » Un étrange sourire glissa sur les lèvres du bonhomme, et hochant la tête, « Avant longtemps, prononça-t-il, je vous rappellerai cette promesse, monsieur. » Debout entre ces deux hommes, le brave capitaine du Saint-Louis les examinait alternativement d'une mine ahurie, écoutant sans comprendre, malgré de prodigieux efforts d'imagination. Ce qu'il comprit, c'est que sa présence était au moins inutile. « Comme cela, dit-il à Daniel, nous ne devons pas trop en vouloir à monsieur du mauvais tour qu'il vient de nous jouer. » « Lui en vouloir ? Oh, non, certes non. » « Alors, je vous laisse. J'ai, je le crois, serré un peu fort le cou du matelot qui le conduisait, et je vais lui faire donner une ration d'eau-de-vie pour le remettre. »
Sur quoi le capitaine s'éloigna discrètement pendant que le père Ravinet continuait. Vous me direz, monsieur Champsay, qu'il eût été plus simple de vous attendre sur le port et de vous y remettre ma lettre d'introduction. C'eût été une imprudence énorme. Si j'ai appris au ministère votre arrivée, d'autres doivent la connaître comme moi. C'est pourquoi, depuis ce matin que le Saint-Louis est signalé par les sémaphores, soyez sûr qu'un espion vous guette sur le quai, qui va s'attacher à vous, qui ne vous perdra pas de vue et qui rendra compte de vos faits et gestes et de vos moindres démarches. Que m'importe? Ah, ne dites pas cela, monsieur. Si nos ennemis nous savaient ensemble, voyez-vous, s'ils apprenaient seulement que nous nous sommes parlé, tout serait fini. Ils comprendraient quel péril les menace et ils nous échapperaient. C'est à peine si Daniel en croyait ses oreilles. Nos ennemis? Interrogea-t-il, en insistant sur ce pluriel. Nos. Oui, je dis bien, nos ennemis. Sarah Brandon, comtesse de la Vilauderie, Maxime de Brévent, Thomas Elgin et Mistress Bryan. Vous les haïssez donc? Si je les hais, c'est-à-dire que depuis 5 ans, je ne vis que par l'espoir de me venger d'eux. Oui, voici 5 ans que, perdu dans la foule, je les suis avec la ténacité du sauvage. 5 ans que patiemment, incessamment, grain à grain, je mine le sol sous leurs pas. Et ils ne se doutent de rien. Sont-ils seulement sûrs de mon existence? Non, pas même. Que leur importerait, d'ailleurs? Ils m'ont poussé si bas dans la boue qu'ils ne peuvent s'imaginer que je remonterai jusqu'à eux. Ils triomphent impunément, ils se carrent dans l'impunité de leur scélératesse. Ils se croient bien forts et presque inattaquables, parce qu'ils ont le prestige et la puissance de l'or bien ou mal acquis. Et cependant, leur heure est proche. Moi, le misérable, réduit à me cacher et à vivre au jour le jour de mon travail, j'en suis venu à mes fins. Tout est prêt, et je n'ai plus qu'un coup de pied à donner à l'échafaudage de leurs crimes pour qu'ils s'effondrent sur eux et les écrasent. Mon Dieu, que je les vois seulement souffrir le quart de ce que j'ai souffert, et je mourrai content. Il semblait grandi d'un pied, le père Ravinet. La haine convulsait sa figure placide, sa voix avait des frémissements de rage et ses yeux jaunes flamboyaient. Si bien que Daniel se demandait ce que les gens qui avaient juré sa perte et celle de mademoiselle Henriette pouvaient avoir fait à ce bonhomme, d'apparence si inoffensive, avec son gilet à fleurs voyantes et sa redingote à grands collets. « Qui donc êtes-vous, monsieur » interrogea-t-il. « Qui je suis » s'écria le bonhomme. « Qui je suis » Mais il s'arrêta court, et après une pause de 10 secondes, baissant la tête, « Je suis, prononça-t-il, Antoine Ravinet, marchand de curiosités. » Le clipper, cependant, avançait rapidement. Déjà devenaient visibles les bastides blanches accrochées au flanc des collines parmi les bouquets de pins, et la silhouette du château d'If se découpait plus nette sur l'azur foncé du ciel. « Mais nous approchons !» s'écria le père Ravinet. « Et il faut que je regagne mon bateau. Je ne suis point venu si loin pour qu'on me voie faire mon entrée à vos côtés sur le Saint-Louis. » Et comme Daniel lui proposait de descendre dans sa cabine, où il pourrait rester caché, « Non, non, interrompit le bonhomme, nous aurons le temps de nous entendre et de convenir de nos faits à Paris. Et il faut que je reprenne le chemin de fer ce soir. Écoutez seulement ce que je suis venu vous dire. Mademoiselle Henriette est chez ma sœur, rue du Faubourg Buissonnière. Mais gardez-vous d'y venir. Ni Sarah, ni Brévent ne savent ce qu'elle est devenue. Ils sont persuadés qu'elle s'est jetée à la Seine, et cette persuasion fait notre sécurité et notre force. Comme très certainement ils vous feront suivre, la moindre imprudence leur découvrirait tout. Il faut que je voie Henriette, cependant, monsieur. Assurément. Aussi ai-je cherché un moyen sûr. Au lieu de descendre chez vous, rue de l'Université, descendez à l'hôtel du Louvre. Ma sœur et mademoiselle de la Vilauderie y auront pris un appartement.
Et soyez tranquille, moins d'un quart d'heure après votre arrivée, vous aurez de nos nouvelles. Mais, mon Dieu, comme nous approchons, il n'est que temps que je m'esquive. » À la prière de Daniel, le capitaine commanda la manœuvre qui devait permettre au père Ravinet et aux matelots qui l'avaient amené de regagner leur bateau sans danger. Et quand ils furent installés, au moment où on largua l'amarre, « À bientôt !» cria à Daniel le père Ravinet. « Comptez sur moi. Ce soir même, mademoiselle Henriette aura une dépêche de nous. » Chapitre 28. À l'heure où, sur le pont du Saint-Louis, le père Ravinet serrait la main de Daniel en lui répétant « À bientôt », il y avait à Paris, dans le modeste appartement du faubourg Poissonnière, 2 pauvres femmes qui, haletantes d'espoir, priaient et attendaient. La sœur du vieux brocanteur, madame veuve Berthold, et mademoiselle Henriette de la Vilauderie. Lorsque la veille, au moment du dîner, le père Ravinet apparut, un sac de voyage à la main, sa précipitation était si extraordinaire et son trouble si grand qu'on l'eût pris pour un fou. Brusquement, il avait demandé 2000 francs à sa sœur. En toute hâte, il s'était fait écrire par mademoiselle Henriette une lettre d'introduction pour Daniel, et il s'était élancé dehors comme un tourbillon, de même qu'il était entré, sans avoir rien dit que ceci. « Monsieur Champcet arrive, ou peut-être même est arrivé à Marseille sur un navire de commerce, le Saint-Louis. On me l'a dit au ministère. Il faut que je le voie avant tout le monde. Je prends le train rapide de 7h15. Demain, vous aurez une dépêche. » Les 2 femmes demandaient quelque chose de plus, un renseignement, une espérance, un mot. Mais non, rien. Et le vieux brocanteur devait être remonté dans la voiture qui l'avait amené, qu'elles n'étaient pas remises encore de leur stupeur, et qu'elles demeuraient assises devant l'âtre, muettes, le front entre les mains, chacune s'abîmant dans ses conjectures. Ce fut le timbre de la pendule sonnant 7 heures qui arracha l'excellente veuve de cette grave préoccupation si éloignée de son humeur habituelle. « Allons, allons, mademoiselle Henriette, » fit-elle avec une gaieté un peu forcée. « Le départ de mon frère ne nous condamne pas, que je sache, à nous laisser mourir de faim. » Elle s'était levée en disant cela. Elle se mit à dresser le couvert et l'instant d'après, elle s'asseyait en face de mademoiselle Henriette, devant le modeste dîner. Modeste, assurément, et cependant trop abondant encore. Elles étaient si oppressées que manger leur était impossible, et que, bien inutilement, chacune remuait son couteau et sa fourchette, dans le but de tromper l'autre. Leur esprit, quoi qu'elles fissent, s'élançait hors du salon, bien loin de cette petite table, à la suite du voyageur. « Il est parti, maintenant, » murmura mademoiselle Henriette, lorsque 8 heures sonnèrent. « Il doit même être loin déjà, » répondit la vieille dame. Mais elle ne connaissait, ni l'une ni l'autre, le trajet de Paris à Marseille, non plus que la distance, ni le nombre des stations, ni même exactement le nom de toutes les grandes villes que traverse le chemin de fer. « Il faut nous procurer un indicateur, » s'écria l'excellente veuve. Et, toute heureuse de son inspiration, elle sortit vivement, courut chez le libraire le plus proche, et bientôt reparut, agitant triomphalement une brochure jaune, et disant « Ici, nous trouverons tout, ma chère enfant. » Alors, plaçant l'indicateur sur la nappe entre elles deux, elles cherchèrent la page consacrée au chemin de fer de Paris à Lyon et à Marseille, puis le train qu'avait dû prendre le père Ravinet, et elles se délectaient à compter la vitesse du rapide et à s'énumérer toutes les stations où il n'y avait pas d'arrêt indiqué. Puis, quand la table fut desservie, au lieu de rester assidus à leur ouvrage, le front penché sous l'abat-jour de la lampe, à tout moment elles regardaient la pendule, puis, consultant le livret, elles se disaient « Il est à Montereau, à présent. Il doit avoir dépassé Sens. Il ne tardera pas à arriver à Tonnerre. » Satisfaction puérile, sans doute, et bien vaine, mais qui donc, une fois au moins en sa vie, n'a trouvé un charme indicible,
un allègement à son chagrin ou un apaisement à ses impatiences, à suivre ainsi, par la pensée à travers les espaces, l'être cher qui s'éloignait ou qui approchait. Vers minuit, cependant, l'heure où le rapide s'arrête à Darçay, la vieille dame remarqua qu'il se faisait tard et qu'il serait peut-être sage de s'aller coucher. « Vous endormez-vous donc, madame ?» interrogea mademoiselle Henriette, surprise. « Non, mon enfant, mais vous… Oh, moi, je ne saurais dormir. Cette tapisserie que nous faisons là est pressée. M'avez-vous dit, pourquoi ne l'acheverions-nous pas ?»« Veillons donc, » approuva l'excellente veuve. C'est que si elles en étaient réduites aux conjectures, par suite du laconisme du père Ravinet, elles n'en étaient pas moins certaines qu'un événement se préparait, immense, inattendu, décisif. Quel il serait, elle l'ignorait, mais elle comprenait, elle sentait bien que l'arrivée de Daniel Champçay pouvait et devait même changer du tout au tout la situation. Seulement, Daniel arrivait-il véritablement ? Si oui, disait mademoiselle Henriette, comment au ministère m'a-t-on affirmé le contraire, il y a encore si peu de temps ? Puis encore, comment se fait-il qu'il rentre en France sur un navire de commerce et non pas sur sa frégate ? C'est que vos lettres lui sont enfin parvenues, mon enfant, expliquait la vieille dame, et qu'en les recevant, il a tout quitté. Peu à peu, cependant, après avoir épuisé toutes les conjectures, après avoir évalué toutes les probabilités, mademoiselle de la Villauderie se taisait. Lorsque la demie de 4 heures sonna, elle dit encore « Ah, monsieur Ravinet est à la gare de Lyon !» Puis sa main devint de plus en plus lourde à tirer son aiguillet de laine. Sa tête, par saccades brusques, oscillait d'une épaule à l'autre. Ses paupières, invinciblement, se fermaient. Sa vieille amie l'engagea à gagner sa chambre, et elle ne résista pas, cette fois. Il était plus de 10 heures quand elle s'éveilla, et lorsque sa toilette terminée, elle entra dans le petit salon, madame veuve Berthold la salua de cette exclamation qui trahissait sa préoccupation incessante. « Mon frère, en ce moment, arrive à Marseille. »« Ah, nous ne tarderons donc pas à recevoir une dépêche, » murmura mademoiselle Henriette. Mais il est de ces situations où, volontiers, on accuse l'électricité de se traîner plus lente que les escargots. À 2 heures, rien n'était venu encore, et les pauvres femmes commençaient à accuser le vieux brocanteur de les avoir oubliées, quand, enfin, on sonna. C'était bien l'homme du télégraphe, avec son képi à passe-poil bleu et son portefeuille de cuir. Vite, bien vite, la vieille dame lui signa son reçu et, rompant le cachet de la dépêche, elle lut. Marseille, 12h40 du matin. Saint-Louis, signalé par sémaphore depuis ce matin, sera ce soir en rade. Je loue un bateau pour aller à sa rencontre. Pourvu que Champçay soit à bord. Ce soir, télégramme. Ravinet. « Mais cette lettre ne nous apprend rien !» s'écria mademoiselle Henriette, affreusement désappointée. « Voyez, madame, votre frère n'est même pas sûr de la présence de monsieur Champçay sur le Saint-Louis. » Peut-être madame Berthold éprouvait-elle aussi une légère déconvenue, mais ce n'était pas le cas de la laisser paraître. « Qu'espériez-vous donc, cher enfant ?» fit-elle. « Antoine est à peine depuis 1 heure à Marseille. Que voulez-vous qu'il sache ? Attendons ce soir. Ce n'est plus qu'une affaire de quelques heures. » Elle disait cela tranquillement, mais il faudrait n'avoir jamais enduré l'horrible tourment de l'angoisse pour ignorer qu'il redouble, et de plus en plus devient poignant et intolérable à mesure que se rapproche l'instant décisif. Si grande que fût sur elle-même la puissance de cette vieille femme, si calme et si digne, elle ne tarda pas à laisser se trahir de sans façon la fièvre nerveuse qui la dévorait. 10 fois, dans l'après-midi, elle ouvrit la fenêtre pour regarder dans la rue. Quoi ? Elle n'eût pu le dire, sachant bien que rien ne devait parvenir encore. À la nuit, elle ne tenait plus en place, et après le dîner, c'est en vain qu'elle essaya de se mettre à sa tapisserie,
ses mains tremblaient trop. Enfin, à 9h10, l'homme du télégraphe reparut, toujours impassible, lui. C'était mademoiselle Henriette qui avait pris la dépêche, et avant de l'ouvrir, elle eut 10 secondes d'une affreuse hésitation, comme si elle eût été certaine d'y trouver le secret de sa destinée. Puis, d'un mouvement brusque, déchirant l'enveloppe, elle vit, d'un regard, Marseille, 6h45, soir. J'ai vu Champsay, bien portant, tout à Henriette. Je repars ce soir, je serai à Paris demain soir, 7h. Préparez vos malles comme si vous deviez partir pour un voyage d'1 mois aussitôt mon arrivée. Tout va bien. Plus pâle que la mort, plus tremblante que la feuille, les lèvres entr'ouvertes, l'œil brillant de l'éclat du délire, mademoiselle de la Villauderie s'était affaissée sur son fauteuil. Jusqu'à ce moment, elle avait douté. Jusqu'à cette heure où l'évidence éclatait, elle s'était défendue d'espérer. Tant de bonheur paraît aux misérables n'être pas fait pour eux. Tandis que maintenant, « Daniel est en France !» balbutiait-elle. « Daniel ! Plus rien n'est à craindre, l'avenir est à nous, je suis sauvée !» Mais on ne meurt pas de joie, et, revenue au sentiment exact de la situation, mademoiselle Henriette comprit la portée cruelle des phrases incohérentes échappées à son trouble. Elle se dressa d'un bond, et saisissant les mains de madame Berthold, « Grand Dieu !» s'écria-t-elle. « Qu'est-ce donc que je dis ? Ah ! Vous me pardonnerez, madame, car il me semble que je deviens folle. Sauvée ! C'est par votre frère et par vous que je l'ai été. Sans vous, Daniel ne retrouverait de moi qu'une croix au cimetière et une mémoire flétrie par les calomnies les plus infâmes. » La vieille dame ne l'entendait même pas. Elle avait ramassé la dépêche, l'avait lue, et, bouleversée jusqu'au plus profond de son être, elle s'était assise au coin du foyer, insensible aux circonstances extérieures. La haine la plus effroyable convulsait ses traits ordinairement si calmes et si doux, et, blême, les dents serrées, d'une voix rauque, elle répétait « Nous allons donc être vengés !» Assurément, mademoiselle de la Villauderie n'en était pas à apprendre que le vieux brocanteur et sa sœur haïssaient mortellement ses ennemis, Sarah Brandon et Maxime de Brévand, mais jamais cette haine ne lui était apparue si terrible, si implacable que ce soir. Quelles en étaient les causes ? Elles échappaient à sa jeune pénétration. En aucun cas, elles ne pouvaient être vulgaires. Le père Ravinet, cela était clair, n'était pas le premier venu. Inculte et grossier, rue de la Grange Batelière, au milieu des 1000 objets de son commerce de brocanteur, il devenait un tout autre homme dès qu'il arrivait rue du Faubourg Poissonnière. Quant à madame veuve Berthold, c'était évidemment une femme supérieure par son intelligence et son éducation. Comment avait-il été réduit l'un et l'autre à cette situation plus que modeste ? Par des revers de fortune. Cela justifie tout, mais n'explique rien. Ainsi songeait mademoiselle Henriette, quand la vieille dame l'arracha à ses méditations. « Vous avez vu, ma chère enfant, commença-t-elle, que mon frère désire nous trouver, lorsqu'il arrivera, prête pour un assez long voyage. Oui, madame, et même je m'en suis étonnée. Je le conçois, mais si j'ignore aussi bien que vous les intentions de mon frère, je sais qu'il n'est pas homme à rien faire d'inutile. Nous agirons donc sagement en nous conformant à ses désirs. » Séance tenante, en effet, elles arrêtèrent leurs dispositions, et le lendemain, madame Berthold sortit afin d'acheter tout ce qui était nécessaire, des robes toutes faites, pour mademoiselle de la Villauderie, de la chaussure et du linge. Et vers les 5 heures du soir, tous les préparatifs de la digne veuve et de la jeune fille étaient achevés, et tous leurs effets bien et dûment emballés dans 3 grandes malles. En s'en rapportant à la dépêche du père Ravinet, elle n'avait plus que 2 heures à l'attendre, 3 au plus. Cependant, elles étaient loin du compte. La demie de 9 heures était sonnée,
quand le bonhomme arriva visiblement fatigué par le long et rapide voyage qu'il venait de faire. « Enfin !» s'écria madame Berthold. « Nous ne t'espérions plus ce soir. » Mais lui, l'interrompant. « Eh, chère sœur, crois-tu donc que je ne souffrais pas de l'impatience où je vous savais ? Mais il était urgent de me montrer rue de la Grange Batelière. »« Tu as vu la Chevassa ?»« Je la quitte à l'instant. Elle est, je l'ai reconnue, pleinement rassurée. Que mademoiselle de la Vilhaudrie se soit suicidée, cela ne fait pas pour elle l'ombre d'un doute. Et tous les matins, religieusement, elle se transporte à la morgue. » Mademoiselle Henriette frissonna. « Et monsieur de Brévand ?» interrogea-t-elle. Le père Ravinet fronça le sourcil. « Ah, celui-là m'inquiète, » répondit-il. L'homme que j'avais chargé de le surveiller en mon absence l'a sottement perdu de vue. Puis, apercevant les malles, « Mais je bavarde, fit-il, et le temps presse. Vous êtes prête ? Partons. J'ai une voiture en bas. Nous causerons en route. » Et, discernant sur le visage de mademoiselle Henriette une certaine hésitation, « Ne craignez rien, mademoiselle, fit-il avec un bon sourire. Nous ne nous éloignons pas de monsieur Champcet. Bien au contraire, ici, voyez-vous, il ne fut pas venu vous visiter 2 fois sans trahir le secret de votre existence. »« Où donc allons-nous » interrogea madame Berthold. « À l'hôtel du Louvre, chère sœur, où tu vas prendre un appartement au nom de madame et de mademoiselle Berthold. Soyez tranquille, mon siège est fait. » Sur quoi, il courut jusqu'à l'escalier appeler le concierge pour l'aider à descendre les bagages. Si promptes qu'eussent été les manœuvres commandées par la courte apparition du père Ravinet à bord du Clipper, elles avaient duré précisément assez pour rendre impossible le soir même les formalités du débarquement. Force fut donc au Saint-Louis de mouiller à quelques encablures du port, au désespoir de l'équipage, qui découvrait du pont Marseille tout illuminé, qui comptait les devantures des cabarets et qui pouvait entendre le chant des ivrognes longeant les quais en festonnant. Le moins malheureux de ce contretemps était à coup sûr Daniel. Au prodigieux éréthisme de toutes ses facultés, un invincible anéantissement succédait. Ses nerfs, bandés outre mesure, se détendaient. Il éprouvait cet allègement délicieux de l'homme qui peut enfin jeter à terre un fardeau trop lourd pour ses forces. Le père Ravinet ne lui avait donné aucun détail. Il ne le regrettait pas, ou plutôt il ne le remarquait pas. Il savait à n'en pouvoir douter que mademoiselle de la Vilhaudrie vivait, qu'elle était en sûreté, qu'elle l'aimait toujours. Cela lui suffisait. « Eh bien, mon lieutenant, » faisait Le Floch, ravi de la joie de son officier. « Ne vous l'avais-je pas dit ? Le bon vent, pendant la traversée, annonce toujours quelque chose d'heureux au port. » Cette nuit-là, pendant que le Saint-Louis se balançait paresseusement sur ses ancres, pour la première fois depuis qu'il avait appris le mariage du comte de la Vilhaudrie, Daniel Champcet dormit de ce bon sommeil que berce l'espérance. Il fallut pour l'éveiller le bruit des gens qu'amenait le canot de la Santé, et quand il monta sur le pont, ce fut pour apprendre que rien ne s'opposait plus à la libre pratique du Clipper. Déjà, depuis la pointe du jour, affairés et joyeux, les hommes de l'équipage allaient et venaient dans la mâture, larguant et séchant les voiles, remettant les cordages en ordre, soignant la toilette du Saint-Louis. Car chaque navire, en arrivant au port, se met en frais de coquetterie, dissimulant, s'il y a lieu, les avaries de la mer, semblable au pigeon voyageur qui, regagnant son nid après l'orage, essuie et lustre ses plumes au soleil. Bientôt les ancres furent relevées, et midi sonnait à l'horloge des docks, quand, par le plus beau temps du monde, Daniel sauta sur le quai de Marseille, suivi de son fidèle matelot. Et quand il sentit sous ses pieds cette terre de France, d'où une ignoble perfidie l'avait éloigné, ses yeux étincelèrent, et un geste lui échappa, de menace et de défi. On eût dit que, provoquant ses ennemis, il leur criait « Me voici, et je vais prendre une revanche terrible !» Ni son trouble, ni sa joie, cependant, ne pouvaient lui faire oublier les appréhensions du père Ravinet.
encore qu'il les jugeât singulières et fort exagérées. Qu'un espion l'attendît sur le port, caché dans cette foule affairée et bruyante, pour prendre sa piste, le suivre et rendre compte de ses moindres actions, cela lui semblait sinon impossible, du moins très invraisemblable. Il n'en résolut pas moins d'essayer de vérifier le fait. Au lieu donc de longer simplement le quai, de remonter la Canebière et de tourner à droite dans la rue Saint-Féréol pour gagner l'hôtel du Luxembourg, il prit par les petites rues, multipliant à dessein les détours. Et quand il arriva à l'hôtel, il fut bien obligé de reconnaître que le vieux brocanteur avait sagement agi. Un grand gaillard au teint plombé, à physionomie louche, à tournure équivoque, avait suivi la même route que lui, à une trentaine de pas en arrière. Même ce drôle, qui s'en allait le nez en l'air et les mains dans ses poches, ne soupçonnait sûrement pas le danger qu'il courait à exercer son honorable métier dans le sillage de Le Floch. L'idée d'être épié transportait le digne marin d'une si furieuse colère qu'il ne parlait rien moins que de courir su au mouchard et de l'étrangler net. « Ce sera l'affaire d'une seconde, affirmait-il à son lieutenant. Je vais à lui, sans faire semblant de rien. Je le croche à la cravate. Je donne 2 tours, comme ça. Et bonsoir. Il ne suivra plus personne. » Pour le retenir, Daniel n'eut pas de trop de toute son influence, et encore dut-il lui expliquer qu'il serait absurde de laisser deviner à ce malpropre gredin qu'il était découvert. D'ailleurs, ajoutait-il, rien ne prouve péremptoirement qu'il nous espionne. Peut-être sommes-nous simplement dupes d'une coïncidence bizarre. C'est possible, après tout, gronda Le Floch. Par exemple, ils ne purent conserver l'ombre d'un doute, quand, avant dîner, s'étant approchés d'une fenêtre, ils virent passer l'homme devant l'hôtel. Le soir, ils le retrouvaient à la gare, une petite valise à la main, et il prit comme eux l'express de Paris de 9h45. Ils le reconnurent au buffet de Lyon. Et la première personne qu'ils aperçurent en descendant de wagon à Paris, ce fut encore lui. Mais qu'importait cet espion à Daniel? Il l'oubliait. Il ne discernait rien, sinon qu'il n'était plus séparé de mademoiselle Henriette que par une course de voiture. Trop impatient pour attendre ses bagages, il laissa ce soin à Le Floch et sauta dans un coupé, promettant 10 francs au cocher pour le conduire grand train à l'hôtel du Louvre. À ce prix, les maigres rosses des fiacres valent des pur-sang anglais, et 3/4 d'heure plus tard, installé dans une chambre du second étage de l'hôtel du Louvre, Daniel attendait, le cœur lui battant à rompre la poitrine. Le dernier moment venu, 1000 craintes qui ne lui étaient pas venues jusqu'alors se pressaient et se succédaient dans son esprit avec une vertigineuse rapidité. Avait-il bien compris le père Ravinet? Le bonhomme s'était-il bien expliqué? Troublés comme ils l'étaient l'un et l'autre, ils pouvaient fort bien ne s'être pas entendus. Moins d'1/4 d'heure après votre arrivée, avait dit à Daniel le père Ravinet, vous aurez de mes nouvelles. Moins d'1/4 d'heure. Il semblait à Daniel qu'il était déjà dans cette chambre depuis une éternité. Songeant que mademoiselle de la Vilhaudrie occupait peut-être un appartement au même étage que lui, dans le même corridor, qu'il n'en était peut-être séparé que par une cloison, il maudissait le père Ravinet, quand on frappa à sa porte. « Entrez !» cria-t-il. Un garçon de l'hôtel parut, qui lui remit une carte de visite où il lut « Madame veuve Berthold, 3e étage, appartement 5. »« C'est bien, » dit-il. Et le garçon ne se retirant pas assez vite à son gré, « Je vous dis que c'est bien, » insista-t-il, en frappant du pied. C'est qu'il ne voulait pas que cet homme fût témoin de son émotion, la plus vive, sinon la plus forte qu'il eût ressentie de sa vie. Ses mains tremblaient, il éprouvait à la gorge une sensation brûlante, ses jambes se dérobaient, il se regarda dans la glace et se fit peur tant il était blême. « Vais-je donc me trouver mal ?» pensa-t-il. Sur la cheminée était une carafe d'eau. Il s'en remplit un grand verre qu'il vida d'un trait, et cela le remit assez pour qu'il osât sortir. Mais une fois dehors, étourdi, bouleversé,
Il se perdit à travers les escaliers et le long des corridors interminables, malgré les indications clouées à chaque aile, et il fut obligé de recourir à un garçon qui, lui montrant une porte devant laquelle il était passé 4 ou 5 fois, lui dit « C'est là ». Il frappa légèrement, un coup, et la porte aussitôt s'ouvrit, comme s'il y eût eu derrière une personne à attendre, la main sur la poignée. Il entra en chancelant, et comme à travers un brouillard, il aperçut, à sa droite, le père Ravinet et une vieille dame, puis au fond du salon, près de la fenêtre, elle, mademoiselle Henriette. Un cri lui échappa et il s'avança. Mais, plus prompte, elle bondit jusqu'à lui, nouant ses 2 bras autour de son cou, et elle s'abattit contre sa poitrine, sanglotant et balbutiant. « Daniel, Daniel, enfin !